Donc je vais prendre le temps un peu triste, tristement pédagogique de dire ce qu'était l'école républicaine, parce que, vous le savez, nous sommes dans un pays où dès qu'il y a un débat scolaire, tout le monde dit « je parle au nom de l'école républicaine, des principes de l'école républicaine ». Et on est dans une sorte de théologie républicaine où tout le monde se réclame de l'école républicaine, y compris pour dire des choses parfaitement contradictoires. Je veux dire que la totalité de l'éventail politique est attachée à l'école républicaine et entend par école républicaine à peu près tout et le contraire. Voilà. Mais c'est une sorte d'obligation rhétorique. On ne peut pas être un ministre, un syndicaliste ou un éditorialiste sans dire l'école républicaine exige, la grandeur de l'école républicaine veut que, etc. Et donc j'ai choisi de vous ennuyer un peu en vous disant ce qu'était l'école républicaine. Alors, en faisant quelque chose d'un peu arbitraire, en reconstruisant au fond le modèle de l'école telle qu'elle s'est créée à la fin du XIXe siècle et telle qu'elle a duré en réalité jusqu'aux années 60 à peu près. Voilà. Pour l'anecdote, ma grand-mère était institutrice et j'ai appris à lire dans les mêmes livres de lecture qu'elle. Voilà. Donc c'est une école qui pendant 60 ans, on peut dire, a eu une forme de stabilité extrêmement grande. Alors, pour définir cette école, il y a deux grandes dimensions. La première, c'est au fond le système symbolique de l'école. C'est-à-dire qu'une institution scolaire, c'est un agencement symbolique, c'est une représentation de la culture, des élèves, des valeurs, ce que j'appelle une institution. Et de l'autre côté, une école, c'est une manière de gérer les inégalités sociales et les inégalités scolaires. Donc, il y a deux dimensions, au fond, pour définir l'école. Quel est son imaginaire symbolique? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Comment elle s'y prend? Comment elle définit un élève? Comment elle définit un enseignant? Quelles sont les valeurs qu'il apporte? Qui marchent, d'ailleurs, qui sont très efficaces. C'est pas parce que c'est symbolique que ça ne marche pas, ça marche. Hein? Et de l'autre côté, comment elle s'y prend pour organiser les flux d'élèves, séparer les filles, les garçons, les mettre ensemble, les trier, les sélectionner, les arranger, enfin faire tout ce travail que font toutes les écoles. Donc ces deux dimensions, je vais les traiter séparément et en montrant comment il y a eu un moment où s'est créé une sorte de modèle qu'on pourrait appeler l'école républicaine. Alors, je vais commencer par ce que j'avais appelé dans un livre un peu ancien le programme institutionnel de l'école, en donnant au mot programme le sens que donnent les informaticiens au mot programme, c'est-à-dire l'espèce de mécanique logique qui organise l'école républicaine telle qu'elle va se créer à la fin du XIXe siècle, mais ayant évidemment des antécédents beaucoup plus longs. Et je vais être obligé de commencer par des choses désagréables, c'est-à-dire par parler de l'Église. Parce que le programme de l'école républicaine, de cette école qui combat l'Église, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est un programme qui est complètement dérivé d'une forme religieuse. Ce qui fait d'ailleurs que les enseignants sont très souvent bien plus croyants qu'ils ne l'imaginent, même si ils ignorent qu'ils croient. Ça, c'est une autre affaire. Alors, comment, si on considère... D'abord, je rappelle, on l'a tous appris que grâce à France Gall, que c'est Charlemagne qui a inventé l'école, ce qui est vrai. C'est-à-dire c'est l'Église qui a inventé l'école. Pourquoi? Parce que l'Église avait une très très grande expertise dans un domaine, et l'Église était une machine à fabriquer des chrétiens. Bon. Et quand on est une machine à fabriquer des chrétiens pendant quelques siècles, on a construit une sorte de manière de s'y prendre, très bureaucratique, très organisée, très rationalisée, et cette manière de s'y prendre fonctionne comme un programme au sens informatique. Un programme symbolique, mais un programme très efficace.
Alors, ce programme, à l'Église, il fonctionnait, alors plus personne ne va à la messe, bon, plus personne ne sait trop bien comment ça marche, mais ce programme, on peut le définir, ce programme de l'Église, pour fabriquer des chrétiens, fonctionne comme un système à 4 étages, grosso modo. Bon. D'abord, étage supérieur, on affirme qu'il y a des principes sacrés et indiscutables. C'est au nom de principes sacrés et indiscutables que l'on va arracher les enfants à leur famille pour les mettre à l'école, ou pour les mettre à l'église, peu importe. Alors les programmes sacrés et indiscutables de l'église, c'est, je ne sais pas, que le Christ est le Fils de Dieu, que le décalogue, c'est le décalogue, que les hommes ont tous une âme, enfin bon, c'est un ensemble de choses qui ne se discutent pas, et à partir desquels on va agir pour transformer un petit paysan en chrétien. Bon. Deuxième élément de ce programme, on va confier la fabrication du chrétien à un professionnel qu'on appelle à l'Église un prêtre, à un professionnel qui a une autorité de type, comment dirais-je, charismatique, vocationnel. C'est-à-dire que le prêtre tire son autorité du fait qu'à travers lui, c'est Dieu qui parle. Voilà. Alors quand le prêtre boit un coup avec ses copains, il est comme vous et moi, mais quand le prêtre dit la messe, l'autorité de ce que dit le prêtre vient de ce qu'il a la vocation qui fait que c'est Dieu qui parle à travers lui. Voilà. Ça crée des trucs très étranges qui fait que quand un prêtre dit « je te baptise », ça change tout. Voilà. Alors, pour les chrétiens, c'est l'évidence des choses. L'autorité du prêtre, ce n'est pas l'autorité du bonhomme, c'est l'autorité du fait que le prêtre incarne des principes supérieurs. Et on va le former pour ça dans des séminaires, des trucs, etc., etc. Troisième élément de ce dispositif, donc il y a des professionnels qui ont une autorité de type charismatique. Et puis, troisième élément de ce dispositif, on va faire ce travail de fabrication des chrétiens dans un sanctuaire. Les églises sont des sanctuaires. Les monastères sont des sanctuaires, c'est-à-dire des endroits qui sont à l'abri des désordres et des passions du monde. Alors, les désordres et les passions du monde, c'est très simple. Ça veut dire que dans l'Église, il n'y a ni sexe ni argent. Parce que les désordres et les passions, c'est grosso modo le sexe et l'argent. Bon, pas de sexe, enfin, logiquement. Pas d'argent, logiquement. Et même quand vous n'êtes pas chrétien, quand vous visitez une église, vous avez quand même le sentiment vaguement confus que vous ne visitez pas un supermarché. Voilà. Que ça reste un endroit sanctuarisé, à l'abri des désordres et des passions du monde. Donc vous voyez le principe, je prends le petit paysan, je le mets sous l'autorité d'un prêtre dans un endroit qui est à l'abri des désordres et des passions. Et le dernier élément de ce dispositif, c'est l'idée que la discipline des rites religieux va engendrer une liberté. Ça, c'est le miracle de ce modèle éducatif. Si je me soumets à la discipline religieuse, si je chante, par exemple, si je m'agenouille, si je prie, à force, je vais croire. Alors ça, c'est le grand philosophe de ça, évidemment, c'est Pascal, mais qui a dit des choses qui sont devenues la Bible de tous les sociologues, d'une certaine manière. Priez et abêtissez-vous, la foi viendra par surcroît. C'est-à-dire, vous priez, vous chantez, vous vous confessez, et vous allez croire. Mais vous allez croire vraiment. C'est-à-dire, vous allez changer de disposition de l'âme. Vous allez être transformé par la discipline. La discipline vous contraint, comme le dit Foucault, mais elle vous libère, parce que grâce à la discipline, vous allez être guidé par des principes moraux universels et supérieurs. Voilà. Voilà le modèle de l'Église. Modèle qui a duré pendant quand même un très très long moment. Quand l'école républicaine
quand on va décider de faire une école républicaine, justement pour combattre l'influence de l'Église, c'est-à-dire quand c'est un enjeu vital pour la République de faire que, vous savez que la République en 1870 est installée avec une majorité politique pour le moins incertaine, que les Français ne sont pas très enthousiastes, que l'Église a une influence considérable et que l'Église est très violemment anti-républicaine. Donc c'est un enjeu vital, il faut fabriquer des citoyens contre la machine à fabriquer des croyants qu'est l'Église. Voilà. C'est ça le grand modèle. Ce qui fait d'ailleurs, j'y reviendrai, que le thème de l'égalité, c'est un thème dont ne parlent jamais les pères fondateurs de l'école républicaine. Ce n'est pas leur problème, ils veulent fabriquer des républicains. Et la technologie symbolique de l'Église, de l'école, excusez-moi, pour fabriquer des républicains, ça va être la technologie de l'Église. Alors, il y a une différence énorme, c'est que ce n'est pas Dieu qui organise tout ça, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la croyance, mais le mécanisme de production du citoyen dans l'école ressemble comme un frère au mécanisme de production du chrétien dans l'Église. Premier principe, évidemment, on arrache les enfants à leur famille, pour parler comme Durkheim. L'école arrache les enfants à leur famille, c'est-à-dire à la singularité des cultures locales, des sentiments, de la petite société villageoise, au nom de valeurs universelles et sacrées, et le mot est employé en permanence, de valeurs universelles et sacrées. Sacré, ça ne veut pas forcément dire religieux, je le signale quand je dis les droits de l'homme sont sacrés, ce n'est pas religieux, mais c'est sacré. Voilà, c'est-à-dire que ça n'a pas d'autre fondement que l'acte de croire que c'est sacré. Voilà. Et donc, on va avoir un sacré alternatif à celui de l'Église, mais un sacré tout aussi sacré, que je rappelle, c'est la raison, la nation, la science, le progrès, contre la croyance, les miracles, etc. Mais l'école se place sous le règne de principes sacrés. Deuxième élément de ce dispositif, les instituteurs, qu'on appelle d'ailleurs des instituteurs et pas des maîtres d'école, c'est-à-dire des gens qui vont instituer quelque chose, les instituteurs sont formés jusque dans les années 50 exactement sur le modèle de formation des séminaristes. Concours à 16 ans, 4 ans de discipline républicaine. La vertu de l'instituteur, c'est de croire dans la vertu de la République. De la même manière que la vertu du prêtre, c'est de croire, en se disant, si le prêtre croit, la personne qui croit le prêtre croira ce à quoi le prêtre croit, et si l'instituteur aime la République, l'enfant qui aime l'instituteur aimera la République. Comme le disait le grand sociologue américain Talcott Parsons, le bon élève n'est pas amoureux du prof, il est amoureux de la femme du prof. C'est-à-dire, il est amoureux de ce que le prof aime. Hein, voilà, c'est ça le principe. Je ne vais pas aimer, si j'aime mon prof de littérature, je n'aime pas la littérature. Pour aimer la littérature, il faut que je dépasse l'amour du prof de littérature pour aimer ce que le prof de littérature aime. Ce qui suppose d'ailleurs qu'à un certain moment, je méprise le prof de littérature qui est indigne de la littérature qu'il m'enseigne. Voilà, lisez Sigmund, il est parfait là-dessus. Bon, voilà. Vous avez un vrai mécanisme qui est mis en place. Et évidemment, les professeurs, les instituteurs sont formés pour avoir cette autorité charismatique, c'est-à-dire que l'instituteur, et aujourd'hui vous savez qu'il y a des petits lieux de culte dans un tas de petits villages où on a reconstitué une classe style la classe du Grand Maulne, etc., où on dit l'estrade, le tableau vert enfin, ou noir, le bruit de la craie, l'encre et la plume sergent-major. Et il y a des croyants laïcs qui vont verser des torrents de larmes sur ces petites chapelles républicaines.
Et d'ailleurs, on va voir un film bientôt à la télévision qui est comme ça un acte d'amour pour un instituteur qui est traité, je dis ça avec un mélange d'ironie parce que ça me paraît à la fois touchant et un peu ridicule dans l'ignorance de ce que ça signifie, qui est traité sur le mode de la sainteté. L'instituteur est un saint, dans cette espèce de nostalgie. L'institutrice, étrangement, est moins sainte que l'instituteur, je ne sais pas pour quelle raison, mais vous savez que dans l'Église aussi, c'est quand même beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Donc, on attend de l'instituteur qu'il se dévoue à la République, qu'il soit un exemple de vertu, de vie sage et rangée. D'ailleurs, il n'est pas très bien payé. Et au fond, il incarne les valeurs de la République. Alors, je raconte toujours cette anecdote parce qu'elle m'avait beaucoup frappé. Étant enfant, à l'école, je pense CM1 peut-être, mon instit m'avait dit un jour, si tu ne me respectes pas, il avait dû observer, à part je ne sais quel signe que je ne le respectais pas, respecte ce que je représente. Et ce qui me frappe, c'est que cette phrase m'était apparue complètement évidente. Que ce type que je prenais plutôt pour un crétin représentait quelque chose qui lui était supérieur. Voilà. Alors il représentait probablement le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, mais il représentait aussi probablement la France, la raison, la nation, la culture. Il représentait quelque chose qui était supérieur à lui et qui fondait son autorité. Je m'empresse de dire que si aujourd'hui vous dites à vos élèves « respecte ce que je représente », ils appellent le SAMU psychiatrique en disant cet institut entend des voix. Il n'y a pas de... Voilà. Mais vous êtes véritablement dans une structure symbolique extrêmement forte à ce moment-là. Au fond, l'autorité du maître, ce n'est pas son autorité à lui, c'est l'autorité de l'institution, exactement comme l'autorité du prêtre, ce n'est pas l'autorité du curé, c'est l'autorité de l'Église. Voilà. Et donc l'autorité de Dieu, et donc l'autorité pour l'institut de la République, de la nation, etc. Troisième élément, l'école républicaine française a été construite comme un sanctuaire, quasiment à l'imitation de l'Église. Pas de désordre, pas de sexe. Alors ça paraît ridicule, mais moi, je n'ai jamais vu de fille à l'école avant la fac. Alors, je suis très vieux, d'accord, mais quand même. Si j'en ai vu quand j'avais pas de sexualité, pardonnez-moi, à l'école maternelle. Mais dès que j'étais dévoré par la sexualité en CP, on nous a séparés. Et il va de soi que si les petites filles, les petits garçons peuvent avoir une institutrice sous l'école de la République, sauf dans les villages où il n'y a pas assez d'enseignants, il va de soi que les petites filles n'auront pas d'instituteur. Hein, parce qu'il ne faut quand même pas prendre de risques. Bon. Donc, on est dans un modèle qui évacue la société. Évidemment, les parents sont priés de la boucler, mais alors à un niveau qui ravirait aujourd'hui la plupart des enseignants. Les parents ne foutent pas les pieds à l'école, sinon pour y faire un gâteau quand on leur demande. Mais c'est un territoire sacré. L'école est un territoire sacré. Évidemment, on ne s'intéresse pas du tout à l'économie. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, parler d'économie dans l'école, ça a quelque chose d'extrêmement désagréable, même si les gens ont la détestable habitude de finir par vouloir un boulot et par manger 3 fois par jour. Il n'empêche que ça a quelque chose d'un peu... Enfin, quand vous parlez d'économie à Finkielkraut, à Debré, etc., ça les énerve. Bon, je ne sais pas comment ils vivent. Bon, enfin, vous êtes dans un monde qui est totalement sanctuarisé. Et d'ailleurs, vous voyez dans l'imaginaire français, vous avez, dans l'imaginaire réel, profond, vous avez une place, des platanes, d'un côté l'église, de l'autre l'école, qui sont comme deux chapelles concurrentes et symétriques d'une certaine manière. D'ailleurs, l'historiographie montre que les instituts et les curés, en réalité, se sont beaucoup plus entendus qu'on le suppose dans... c'est pas l'histoire de Pépone, quoi. Je veux dire, en réalité, ils s'entendaient assez bien. Et puis, ce sanctuaire a créé quelque chose de très étrange en France,
qui est l'équivalent de la séparation de l'âme et du corps chez l'élève. C'est-à-dire que vous savez que quand vous êtes dans le modèle catholique traditionnel, nous avons tous une âme universelle et sacrée, et cette âme, elle est malheureusement associée à un corps profane et pécheur. Bon. L'idéal serait d'ailleurs qu'on laisse à l'entrée de l'église son corps et qu'on le récupère à la sortie pour qu'il n'y ait plus que des âmes qui chantent des requiems. Bon. Eh bien, l'école républicaine, elle a fait la même opération en distinguant vigoureusement l'instruction et l'éducation, et en considérant que l'école ne s'adresse qu'à des élèves et pas à des enfants, et moins encore à des adolescents. Donc on a un modèle éducatif en France très singulier par rapport à d'autres traditions éducatives, par exemple protestantes ou anglaises, qui est que, d'une certaine façon, l'enfant n'a pas de place dans l'école. Je rappelle que Freinet a été viré, c'est quand même pareil aujourd'hui complètement incroyable. Et le philosophe qui a cette liturgie, c'est Alain. Alain, qui est le grand maître à penser des écoles normales d'instituteurs, dit « Distinguons sans cesse l'enfant impur, familial, affectif, l'adolescent, j'en parle même pas, et l'élève, être de raison, dont le maître va se saisir dans une sorte de dialogue spinoziste, des raisons qui s'éclairent elles-mêmes. » D'où une école, d'ailleurs, extrêmement disciplinaire. Et je peux vous dire, ça fait très, très vieux machin, mais quand j'étais au lycée, on avait tous ce sentiment très, 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 très vif qu'on laissait notre adolescence à la porte du lycée et puis qu'on la récupérait à la sortie. Enfin, je veux dire, voilà, c'était exactement comme à la messe, si je peux me permettre, où on laisse d'une certaine manière son corps à l'entrée pour le récupérer à la sortie. Évidemment, si vous vous intéressez à la hiérarchie des disciplines, pourquoi le latin c'est mieux que l'espagnol, pourquoi les maths c'est mieux que les sciences nat, pourquoi la philo c'est mieux que tout, c'est parce que plus vous êtes dans l'abstraction et la rationalité, plus vous êtes en haut de la dignité scientifique, et plus vous êtes dans des choses pratiques, plus vous êtes en bas, plus vous êtes vulgaire, plus vous êtes pratique, moins vous êtes sanctuarisé. Voilà. On est dans un modèle qui, d'une certaine manière, va combattre le modèle religieux de la même façon, en reprenant dans son registre à lui des choses parfaitement comparables. Et puis, c'est la même idée de la discipline libératrice. Apprends tes leçons, récite tes leçons, fais des exercices, et à la fin, tu seras libre, à la fin, tu seras un être de raison. Et c'est pour ça, en France, que ça a d'ailleurs quelque chose de très étonnant, c'est que les études ont longtemps été couronnées par la classe de philo. La classe de philo étant la classe dans laquelle l'élève se saisit de la culture scolaire pour construire sa propre autonomie, avec ces injonctions qui ont fait le charme de votre scolarité. Faites-moi une dissertation dans laquelle vous dites ce que vous pensez, à condition que ce que vous dites, ce que vous pensez, corresponde parfaitement à la manière de dire de l'école. Bon, voilà, c'est ce qui fait que ça rend, les bons élèves font ça avec beaucoup de grâce, et les autres ont le sentiment qu'on leur demande quelque chose d'impossible à réaliser. Mais vous êtes dans cette idée, tu m'obéis, et de ton obéissance surgira ta liberté, ton autonomie, sous le règne de la raison, de même qu'à l'Église, c'est sous le règne de la foi. Alors, ce modèle-là, il a installé un tas de choses en France, en particulier notre conception de la laïcité. Notre conception de la laïcité est très liée à ce modèle, et je voudrais rappeler que ça se passe d'autant mieux à ce moment-là que quand on fait les lois de 1905 qui régissent non pas les croyances, comme on l'entend dire par certains bons esprits, mais qui régissent les cultes, c'est-à-dire que la loi de 1905, elle dit quand est-ce qu'on doit faire sonner les cloches, où est-ce qu'on a des uniformes religieux, etc., etc., etc. Cette loi de séparation de l'Église et de l'État, de séparation des cultes et de la société civile, cette loi s'appuie sur une morale commune. C'est très très intéressant de voir que, vous connaissez tous la fameuse lettre de Jules Ferry aux instituteurs sur la morale de nos pères.
Jules Ferry dit enseigner la bonne morale, la morale de nos pères. La morale de nos pères, c'est la morale de l'Église sans Dieu. Et Jules Ferry dit même une chose philosophiquement passionnante, il dit aux enseignants, enseignez la morale, ne parlez jamais des fondements de la morale. Parce que la morale, c'est la même. Que vous soyez catho, que vous soyez protestant, que vous croyez en Dieu, que vous n'y croyez pas, c'est la même morale. Les mouvements laïques de l'époque n'auraient pas été fans du mariage pour tous. Ils n'auraient pas été fans de la mixité à l'école. Ça, je peux vous le garantir. Mais ne parlons pas des fondements de la morale, c'est la même morale. Et donc, on va s'accorder très rapidement sur les fêtes, les calendriers, dans les cantines laïques, on ne mange pas de poisson, on mange, du poisson le vendredi. Nos enfants s'appellent Christine, en ce qui me concerne, alors qu'on croit à rien, mais c'est bizarre. Voilà. Donc, que vous soyez, que vous croyez en Dieu, que vous n'y croyez pas, c'est la même culture qui irrigue ça. Donc, on a au fond un compromis qui va se créer et qui va d'autant mieux marcher que l'école républicaine ressemble à l'Église, qui ressemble à l'école, qui s'affrontent violemment, les unes croyant plutôt en Kant et les autres plutôt en Bossuet, mais d'une certaine manière, c'est des sœurs jumelles. C'est le même modèle qui en régit. Et de toute façon, la pédagogie républicaine n'existe pas. La pédagogie républicaine du lycée, c'est les Gèses. Hein, c'est les jésuites. La pédagogie laïque, c'est plutôt les frères des écoles chrétiennes. Enfin, il n'y a pas véritablement d'invention là-dessus. Donc c'est une forme extrêmement forte et qui a une capacité symbolique extrêmement forte. Je veux dire que ça marche comme l'Église. Après tout, l'Église, c'est quand même incroyable. Enfin, plus personne n'y va aujourd'hui, donc la question est réglée. Mais quand les gens y allaient, on vous prenait des mécréants, on en faisait des chrétiens. On prenait des petits paysans bretons et crac, on fabriquait des républicains. C'est quand même... c'est pas mal, quoi. Je veux dire, ça a une très grande efficacité. Ça, c'est la première dimension de l'école républicaine. Il faut l'accepter comme ça, plutôt que de dire... plutôt que de la réinventer chaque fois qu'on en parle. Deuxième dimension, conséquence évidemment de ce modèle, c'est que les instituteurs ont une formidable légitimité. Comme le disait Durkheim, l'instituteur est aussi sacré que le prêtre, mais ce n'est pas le même sacré. Les instituteurs sont socialement proches, comme les curés, de la société, mais culturellement distants. Aujourd'hui, je fais l'hypothèse inverse. Ils sont socialement proches, c'est-à-dire qu'ils sont secrétaires de mairie, ils s'occupent de l'amicale laïque. Ils ne disent pas à cette époque-là « je veux vivre le plus loin possible de l'école pour être sûr de ne pas rencontrer de parents ». Bon, d'abord, ils ne peuvent pas. En plus, ils considèrent que c'est leur boulot de croiser les parents chez le boulanger. Et en même temps, ils sont culturellement très distants parce qu'ils ont un niveau de culture et symboliquement, ils sont très au-dessus. Les professeurs ont une image plus compliquée. Les professeurs du secondaire, qui sont très peu nombreux, ont une image de savant. Ce qui fonde la légitimité du professeur, c'est qu'il est un savant. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que jusqu'en 1990, les syndicats et les professeurs du second degré ont refusé toute formation pédagogique, pour dire l'essentiel. Parce que ce qui fonde la légitimité du professeur, c'est qu'il est un savant. Bon. On va discuter. Mais ce bon Durkheim, qui était plutôt très favorable à l'école républicaine, je le recite, en 1904, s'étonne de cette singularité française qui est le mépris pour la pédagogie. On méprise la pédagogie parce que quand vous êtes professeur, la force du savoir s'impose naturellement. Vous êtes agrégé de maths, automatiquement, vous incarnez une rationalité qui va séduire tous les élèves. Bon, on peut discuter. Si les élèves sont bien triés, ce qui a été longtemps le cas, oui, ça peut marcher. Quand les élèves sont moins triés, ça peut poser des problèmes. En tout cas, on est dans ce modèle et on s'aperçoit dans la littérature, évidemment,
qu'il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que l'image de l'instituteur dans la littérature est toujours une image de quasi-sainteté. Enfin, les instituteurs sont franciscains, d'une certaine façon. La gloire de mon père, vous connaissez, parce que tout le monde a fait lire ça à l'école, la gloire de mon père, le Grand Maulne. Le Grand Maulne, c'est une liturgie extraordinaire. Il fait froid, mais il y a de la lumière dans l'école, c'est le silence, on n'entend que le bruit des plumes. C'est beau comme des chants grégoriens, quand même, il faut dire les choses. Les profs ont une image un peu plus compliquée. Pagnol est intéressant. Pagnol, c'est à la fois Topaz, c'est-à-dire le prof méprisé, etc., et la gloire de mon père. Bon, il y a une sorte de dualité. Au fond, les profs sont moins républicains que ne le sont les instituts. Et puis ce système, il est tranquille parce qu'il est sous une forme religieuse. Avec dans la forme religieuse, le prêtre rencontre à l'évêque, qui rencontre au pape, qui rencontre à Dieu. L'institution ne rend de compte qu'à elle-même. Et l'école républicaine ne rend de compte qu'à elle-même. L'Institut rendait compte à l'IEN, qui rendait compte à l'inspecteur d'académie, qui rendait compte au ministre et qui rendait compte à la nation. Voilà. Mais jamais aux parents, jamais à quiconque, jamais à d'autres. On est dans un système vertical. Et il y a une enquête encore pas très ancienne qui compare les instituts français et les instituts anglais. On demande aux instituts anglais à qui rendez-vous des comptes. Ils disent aux parents, aux élèves, aux chefs d'établissement, etc. Et les instituts français répondent cette chose admirable, ils disent à ma conscience et à l'inspecteur. Ce qui est quand même, excusez-moi, pour faire plus dans la confession, c'est quand même difficile. Ma conscience et l'inspecteur, ça rappelle quand même mon directeur de conscience. Quand même, voilà, évidemment, aujourd'hui, les enseignants, pas vous, mais sont très attachés à ça parce que ça évite d'être emmerdés par d'être embêtés par des gens qui vous demandent rendre des comptes à sa conscience, c'est quand même, c'est pas mal. Voilà. Bon. Voilà. Mais on est dans un modèle qui est une sorte de décalque et qui est évidemment, au fond, extraordinairement paisible d'une certaine façon parce qu'il se coule dans une forme qui est déjà préconstituée. Deuxième dimension du système républicain. Donc vous voyez cette espèce d'église républicaine d'un côté. Alors je présente ça de manière ironique parce que je passe ma vie à me disputer avec Debré, Finkielkraut, les gens de Marianne, etc. Bon, mais au fond j'y suis très attaché aussi à cette forme. J'en partage très souvent la nostalgie, mais bon, voilà. Deuxième dimension évidemment de l'école, c'est la manière dont elle gère les inégalités. Alors l'école républicaine, là, il s'est créé vraiment une légende tout à fait étonnante en disant c'est l'école de l'égalité, c'est l'école de l'ascenseur. Cette formule qu'on doit au grand sociologue Jacques Chirac, c'est de l'ascenseur social. Alors, il faut quand même rappeler que c'est, d'une part, vous ne trouverez jamais ces préoccupations chez les pères fondateurs de cette école. L'égalité, c'est absolument pas leur problème. Ils n'ont absolument pas imaginé que la création de l'école publique, c'était pour créer l'égalité des chances. La création de l'école publique, c'est pour fabriquer des républicains et de faire que les enfants occupent la place qu'ils sont destinés à occuper. Donc, on va créer une école du peuple, pour le peuple. On va créer une école des élites, le petit lycée. Moi, mes copains de quartier, fils d'instit, ils ne sont pas rentrés au CP, à l'école du quartier. Ils sont rentrés au petit lycée parce qu'ils étaient programmés pour aller au bac. Bon. Donc, le petit lycée, l'école du peuple, et entre les deux, selon la formule de l'époque, l'école des sous-officiers, c'est-à-dire l'école des enfants du peuple distingués pour accéder non pas à l'élite, mais à une catégorie intermédiaire qui leur permettra de devenir à leur tour instituteurs, postiers, gendarmes, sous-officiers, pour parler comme ça, de la République. Donc, c'est une école qui fonctionne sur un clivage social extrêmement rigide, le peuple d'un côté, les élites de l'autre, les garçons d'un côté, les filles de l'autre.
c'est une école qui fonctionne sur un principe de séparation. Alors, c'est un progrès par rapport, évidemment, aux États antérieurs où la moitié des enfants ne sont pas scolarisés, où les enseignants ne sont pas formés. Il ne s'agit pas de casser une légende, mais il faut rappeler quand même que ce n'est pas du tout l'école qui ressemble à celle que nous connaissons, dans laquelle tout le monde entre pour avoir la même chance d'accéder un jour à l'école polytechnique. Alors il faut aussi donner les chiffres. En 1902, il y a une première réforme, tentative de réforme de lycée, qui veut faire qu'on puisse passer le bac sans faire de latin. Je dis ça juste pour le goût de la plaisanterie, et qui provoque d'ailleurs les mêmes émois. La France ne s'en remettra pas, la culture va disparaître, on va perdre la guerre de 14, enfin bon, etc. Il y a 2% d'une classe qui va au bac. En 1950, 5% d'une classe d'âge va au bac. Et en 1950, 50% des Français n'ont pas obtenu le certificat d'études. Donc il faut quand même de temps en temps rappeler les choses. Dans cette école, la moitié des élèves ne sont pas jugés dignes par les maîtres d'école pour être présentés au certificat d'études. Bon. C'est-à-dire que le taux de certificat d'études en 1950 est inférieur au taux de bachelier d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas la fonction de l'école. La fonction de l'école, c'est de faire des républicains. C'est de faire des petits Français qui adhèrent à une langue, à une culture, on en parlait. En 1858, dans l'Académie de Toulouse, le ministre de l'enseignement de Napoléon III, qui s'appelait Victor Duruy, fait faire une enquête sur l'usage du français dans l'Académie de Toulouse, et 77% des habitants de cette académie ne sont pas capables de tenir toute une conversation en français. C'est-à-dire parle pas toi. Ils commencent en français, puis ils tiennent pas. Bon, 77%. 1914, tout le monde parle français. Enfin, il ne va pas dire qu'il ne parle pas autre chose à côté, mais tout le monde peut tenir à peu près une conversation en français. Donc, c'est ça la vocation de l'école. Et il y a une certaine égalité grâce au principe qu'on appelle l'ascenseur social. Alors, l'ascenseur social, c'est quoi ? C'est que la consigne qui est passée aux instituteurs des écoles populaires, c'est de dire, si vous repérez des élèves particulièrement vertueux et intelligents, vous les, selon la formule que j'ai connue, vous les poussez. Vous les poussez vers le collège, et si au collège, ils sont exceptionnellement vertueux et intelligents, on pourra les pousser jusqu'au lycée. Mais il ne s'agit pas de dire que tout élève qui rentre à l'école a son bâton de maréchal, de bachelier potentiel, ou voire de collégien potentiel. Le maître d'école, grosso modo en 1930, dissuade la moitié de ses élèves de passer le certificat d'études parce qu'ils ne sont pas assez bons, et va en repérer un ou deux qu'il va pousser, généralement d'ailleurs en essayant de convaincre les parents que grâce aux bourses on devrait y arriver à peu de frais, de les faire entrer à l'école d'en bas d'instituteurs, de leur faire passer le concours des postes, d'en faire les fameux sous-officiers de la République. Et il s'est créé évidemment cette espèce de légende qui fait que tout le monde grimpait. Mais l'ascenseur grimpait beaucoup, mais il grimpait parce que pas grand monde le prenait. Et l'idée, c'était que la République ne saurait se priver des meilleurs des talents de ses enfants. Ce n'est pas du tout l'égalité des chances. Je voudrais bien me faire comprendre. Pour le reste, vous ferez le métier auquel vous êtes destiné. Et donc, on est dans un modèle qui a une tradition élitiste très particulière en France, qui est qu'on fait un enseignement dont on doit dégager des élites. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec la tradition élitiste française, mais grosso modo, c'est un effet de la Révolution. Au lendemain de la Révolution, quand on a guillotiné les élites naturelles, les Français sont obsédés par l'idée de produire des élites capables de prendre en charge la responsabilité de la nation, et c'est l'école qui est chargée de les produire. Le principe du lycée napoléonien, ce n'est pas d'enseigner à tout le monde, c'est de faire que on va préparer les futures élites, les futurs officiers, les futurs ingénieurs. C'est le modèle saint-simonien, si vous voulez, qui s'impose. Et donc, on est dans une école,
qui est considérablement plus juste que celle d'avant, mais qui aujourd'hui, selon nos critères, est quand même une école, pardonnez-moi de parler ce langage, de classe. Voilà, il y a une école pour chaque classe sociale, avec un petit chemin qui fait que l'on peut passer d'une classe à l'autre, mais ce chemin est fort peu emprunté. C'est une école, évidemment. Alors pourquoi s'est créée cette légende? J'y reviendrai. C'est parce que ne témoignent de cette école que ceux qui ont pris ce petit chemin. Et qui généralement vous disent toujours cette école était formidable, elle m'a fait. C'est un argument quand même dont la faiblesse pourrait surprendre. L'école est formidable, la preuve, moi. Bon, quand même, moi ça m'étonne toujours. Si je pense à mon propre parcours scolaire, qui est à la limite, à la fin de cette période, je peux donner les chiffres très précisément. Un quart d'une classe d'âge, quand j'étais en CM2, est rentré au lycée. Un quart. Au lycée ou au collège. Et parmi le quart qui est rentré au lycée ou au collège, la moitié, simplement, ont résisté jusqu'au bac. Voilà, c'était un quart, c'était considérable par rapport aux 5% plus tôt. Mais le modèle était vraiment un modèle de séparation et de tri extrêmement précoce. Alors, cette école, paradoxalement, est perçue comme juste. Et ça, c'est assez amusant. Elle est perçue comme juste pour deux raisons. La première, c'est que l'essentiel de la sélection est social. Ce n'est pas l'école qui fait le sale boulot de sélectionner. L'école, d'une certaine manière, ne sélectionne que positivement. Quand vous êtes dans l'école du petit village, au fond, la seule chose qui peut vous arriver en termes de sélection, c'est qu'on vous pousse vers le haut. Autrement, vous serez paysan ou ouvrier comme votre père ou ménagère comme votre mère. L'école ne changera rien à votre vie. Et si elle change, c'est plutôt en bien. Aujourd'hui, tout le monde est peu convaincu de ça. Deuxièmement, donc, l'école est plutôt plus juste que la société, d'une certaine façon. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que l'on pense fondamentalement que le changement social, c'est une affaire de combat social, de lutte sociale, de syndicalisme, et on n'attend pas de l'école qu'elle fabrique un monde plus juste. On attend de l'école qu'elle mette chacun à la place qui lui est destinée. Et j'ajoute la dernière chose, c'est que l'on croit très fortement au poids des destins sociaux et aux dons. Aujourd'hui, ça nous paraît très choquant moralement de croire aux dons, mais grosso modo, jusqu'aux années 60, l'ensemble du monde scolaire est convaincu que les élèves sont doués ou pas doués, et que, d'une certaine manière, les dons sont la main de Dieu sur le destin scolaire. Enfin, voilà, la bosse des maths, pas la bosse des maths, vous êtes doué, pas doué, vertueux, pas vertueux. Il n'y a pas à s'en scandaliser, c'est comme ça, et on y croit très fortement. Alors, ce monde qui est à la fois très clivé socialement et très liturgique symboliquement, mais évidemment, aujourd'hui, il fait l'objet de toutes les nostalgies. Voilà, il est devenu une sorte de grotte de Lourdes de l'imaginaire républicain. Il s'est créé une sorte d'idéalisation continue de ce monde-là. Moi qui ai beaucoup de débats publics sur ces questions-là, je suis très frappé de voir que la plupart des gens qui écrivent des éditoriaux sur cette école-là, la plupart des gens qui envoient un petit mot dans Sud-Ouest pour évoquer l'école de leur passé, etc., n'ont jamais connu cette école, mais que l'imaginaire de cette école se reproduit sans cesse. Alors pourquoi on a cette nostalgie ? D'abord parce que c'est une école qui a une formidable légitimité. Quand vous dites « je suis la République, la nation, le progrès, la culture », quand même, ça impressionne, enfin, ça donne une grande force. Deuxièmement, le mécanisme de tri scolaire fait qu'il y a une grande adéquation des élèves et des enseignants. Ça il faut dire que ce n'était pas désagréable d'enseigner dans ce monde-là, puisque d'une certaine façon, le tri scolaire est si violent que quand vous êtes au lycée, vous avez des élèves qui vous ressemblent, d'où d'ailleurs le refus de la pédagogie chez les profs, ça a longtemps été de dire un prof est un élève qui a réussi et qui fera
aux élèves auxquels il aura à faire ce qu'on lui a fait à lui, et ça marchera parce que les élèves sont exactement ce qu'il a été. Donc il recommencera. Et je rappelle que contre une histoire que l'école aime se raconter sur elle-même, les corporations d'enseignants ont toujours été violemment hostiles à tous les mouvements de massification scolaire. Je le dis une fois pour toutes. En 1928, il y a des grèves contre l'arrivée des boursiers au lycée. Le plan Langevin-Vallon, qui apparaît comme une sorte d'icône de gauche, a été violemment rejeté par les enseignants. Et chaque fois qu'il y a eu massification, il y a eu l'idée qu'on allait introduire du désordre en cassant l'adéquation des enseignants et de leurs élèves. Évidemment, dans l'école républicaine, cette adéquation est garantie par les phénomènes de tri scolaires et sociaux. C'est un monde aussi paisible dont on a la nostalgie parce que l'institution est très protectrice. Je veux dire, personne ne s'occupe de ce qui se passe à l'école. L'école gère ses affaires entre elles comme l'Église. Enfin, les pédophiles en moins, si vous voulez, mais il y a encore. Bon. Enfin, je laisserai ça de côté. Et puis, il faut rappeler l'aspect moins enchanté de cette affaire, que je tiens quand même à rappeler, c'est que quand la capacité symbolique ne suffit pas, eh ben, il y a quand même la violence physique. Il faut quand même rappeler que les punitions, c'est des vraies punitions, que les instituteurs manifestent, ont un recours pas complètement complexé au coup. Enfin, c'est à la fois le père de Marcel Pagnol et les 400 coups de Truffaut. Enfin, c'est quand même les deux choses à la fois. Et puis, cette école chasse très rapidement les élèves qui n'y ont pas leur place. C'est une école. Par exemple, c'est une chose très très amusante. En 1930, dans les années 30 en France, il y a énormément d'enfants d'immigrés à l'école et on ne trouve rien, quasiment rien dans la littérature sur ces enfants d'immigrés mettent la pagaille à l'école. Ce qui aujourd'hui est un thème un peu banal, si je peux me permettre. Eh bien, alors, évidemment, ils ne mettent pas la pagaille à l'école pour une bonne raison. Ben, ils n'y vont pas. Donc, et n'y vont que les bons. Voilà, les autres, on les évacue très 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 rapidement, on les met à l'écart. Voilà. Donc cette école, elle a eu une forme d'équilibre, de plénitude d'une certaine manière, avec la coagulation de cette capacité symbolique et de cette capacité à gérer efficacement ses publics scolaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est l'objet de nostalgie extraordinaire. Tout le monde, n'importe quel ministre fait une réforme des rythmes scolaires ou du collège, et vous avez des flots de littérature qui vous répètent la grandeur de l'école républicaine, les marronniers, les instituteurs, avec quelquefois des choses un peu étranges du style on va sauver l'école en remettant des estrades, les bouses grises, enfin, voilà. Un peu des aspects Monseigneur Lefebvre, si vous voulez, de l'école républicaine. Alors, pourquoi ça a changé, cette école ? Pourquoi, au fond, cette école-là, qui a été formidable, dans le sens où elle a accompli le programme qu'elle voulait accomplir. Elle a créé une culture nationale, elle a installé la République, elle a scolarisé beaucoup d'enfants, elle a élevé le niveau culturel du pays, elle a réussi. Pourquoi cette école ? Comment cette école s'est transformée ? Alors, on peut faire l'hypothèse, évidemment, que ce qui fondamentalement a transformé l'école, c'est la manière dont elle gère les flux des élèves. Je crois que si on voulait trouver une explication centrale, c'est qu'à partir des années 60, on va ouvrir les portes du lycée, on va, en 75, créer le collège unique, en 80, le bac pour tous, et c'est un changement radical, total. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une école dans laquelle chaque catégorie sociale a son type d'école, dans laquelle chaque cycle scolaire est sa propre fin, mais on va rentrer dans une école dans laquelle tout le monde
est invité à entrer dans le même parcours et le même processus, d'une part, et dans laquelle chaque cycle va devenir la propédeutique du cycle suivant. Bon, aujourd'hui, il va de soi que l'école élémentaire, c'est le premier cycle du collège qui est la propédeutique du lycée, qui est la propédeutique des prépas, qui est la propédeutique de la fac. En 1950, l'école élémentaire est sa propre fin. Le collège est sa propre fin. Il y a quelques gamins qui vont continuer, mais ils sont leur propre fin. D'ailleurs, on a des pédagogies, pour ceux que ça intéresse, à l'école élémentaire, de la répétition. Le programme est un programme où on refait tous les ans le participe passé, si je peux me permettre, en le faisant de manière de plus en plus approfondie, puisque on a des mondes scolaires séparés. Et là, on va passer de l'élitisme républicain, c'est-à-dire de l'idée profondément choquante pour nous, selon laquelle seuls les enfants doués et vertueux pourront accéder aux positions qui sont réservées à la bourgeoisie. On va passer vers l'idée que tout le monde a le droit, au nom de l'égalité des chances, d'entrer à l'école polytechnique. Voilà. On va rentrer dans un modèle scolaire qui est le modèle sportif. Tout le monde a le droit de commencer le tournoi et le destin des gens sera fixé par leur performance tout au long du tournoi. Et à la fin, c'est Federer qui gagne. Mais évidemment, le nombre de vaincus est beaucoup plus considérable que le nombre de vainqueurs. Mais on entre dans le tournoi que parce qu'on est censé avoir l'idée d'aller au bout de la compétition. Alors, ça s'est fait en France d'une manière très ambiguë, cette histoire, parce qu'on n'a pas renoncé à l'objectif élitiste. Et je trouve qu'une des grandes parties, d'ailleurs, de nos ennuis, c'est la manière dont est né le collège unique. Le collège unique a été créé en 1975 par René Haby. Alors, il a été créé quand il était vraiment déjà dans les faits, ce collège unique. La plupart des gamins allaient au collège. Mais René Haby a créé un collège unique en disant désormais tous les enfants quittant le CM2 iront au collège. Donc on a envie de dire bon, le collège ça va être l'école élémentaire plus 2 ans, puisqu'on allait à l'école élémentaire jusqu'à 14 ans. Non, il a dit le collège c'est le petit lycée bourgeois pour tous. Donc on vire les instituts, PEGC, on les remplace par des profs et on fait des programmes qui sont définis à partir du bac. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le programme du collège unique, c'est le programme du bac qui se décline jusqu'à la 6e. Bon. Au nom de l'élitisme pour tous, cette fois-ci. Non, excusez-moi, au nom de l'excellence pour tous. Bon, on peut discuter idéologiquement. Mais vous voyez comment, d'un côté, on massifie, et de l'autre, on garde quand même les objectifs d'une école dont la fonction principale, c'est quand même de dégager une élite. Donc, on va créer un petit lycée de masse, d'une certaine manière, et vous savez à quel point ça a été pénible. On a commencé d'abord à trier les élèves, à créer des secpas, à faire des classes de niveau, à se débrouiller. Enfin bon, c'est pas la faute aux enseignants si tous les élèves ne ressemblaient pas à des gamins qui allaient au lycée Montaigne Henri IV. Voilà, c'est pas leur faute. Mais on est rentré dans ce système. Le changement de ce système, c'est que le tri scolaire qui se faisait avant directement de manière sociale va se faire de manière scolaire. C'est-à-dire que je ne suis pas orienté vers telle ou telle filière directement à cause de ma naissance. Je suis orienté directement à cause de mes performances scolaires, qui sont évidemment influencées par ma naissance. Mais c'est quand même l'école qui fait le sale boulot. Donc l'école de masse, aujourd'hui, est plus juste que n'était l'école républicaine, mais elle est perçue comme beaucoup plus injuste, d'une part parce qu'elle dit tout le monde a le droit, et voire le devoir de réussir, et d'autre part, c'est quand même elle qui va dire à un certain moment « dégage ». Dégage.
ça serait très bien pour toi que tu fasses un enseignement professionnel. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, l'école va apparaître plus injuste, alors que paradoxalement, elle est plutôt moins injuste, mais évidemment, la promesse qu'elle fait, c'est-à-dire l'égalité des chances, c'est une promesse extrêmement difficile. Et donc, ça va créer un système qui fait que le monde scolaire, qui était au fond extrêmement peu hiérarchisé, il y avait le lycée, le collège, l'école élémentaire, et même quand j'ai passé le bac, il y a très longtemps, les 3 options, les 4 options du bac étaient assez faiblement hiérarchisées. On n'était pas un crétin parce qu'on avait fait un bac philo. Bon, aujourd'hui, on sait que tous les bacs se valent, mais quand même. On sait qu'il y a 72 formules de baccalauréat. Bon. Enfin, on sait que, d'une certaine manière, le système en s'ouvrant est devenu un système de plus en plus hiérarchique et dans lequel tous les cycles qui étaient autonomes, à la fin du collège, ils vont rentrer dans la vie active, à la fin du lycée, ils vont rentrer dans la vie active, à la fin de l'école élémentaire, ils vont rentrer dans la vie active. Aujourd'hui, chaque cycle est la propédeutique du suivant, et donc l'échec est devenu insupportable. Un instituteur qui avait 10 élèves au fond de la classe qui étaient des cancres poétiques ou pas poétiques, à l'après-vert, au fond, ça ne l'empêchait pas de dormir. Aujourd'hui, un instituteur qui a 10 gamins qui n'arrivent pas à apprendre, ça lui gâche la vie parce qu'il y a une obligation de réussir la compétition. Donc, c'est un changement radical, mais c'est un changement extrêmement profond, et je reste très étonné d'ailleurs, bien souvent, qu'on n'en ait pas tiré toutes les conséquences. Évidemment, ce changement va créer un désajustement continu entre les profs et les élèves. Les profs de collège n'ont cessé de dire pendant 30 ans, aujourd'hui moins, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces élèves? Je rappelle que dans l'opinion publique, le retour de l'examen d'entrée en 6e est majoritaire. Et dans l'opinion enseignante, il était majoritaire il n'y a pas si longtemps. Alors évidemment, il y a une manière, quand les enseignants me disaient, quand je m'occupais des collèges, on veut l'examen d'entrée en 6e, je leur disais, je suis d'accord, mais dites-moi ce que vous faites des élèves qui ne rentrent pas, et 2, qu'est-ce que je fais des profs qui dégagent en même temps que les élèves qui ne rentrent pas. Et là, quand même, brutalement, il y avait une sorte d'éclair de lucidité chez les enseignants qui disaient, oui, c'est vrai que si je dégage des élèves, on va suivre. Donc, quand même, bon, voilà. Mais d'une certaine façon, il y a toujours cette idée. Ils n'ont pas leur place au lycée, ils n'ont pas leur place au collège. Je peux vous dire qu'en tant qu'universitaire, on pense qu'ils n'ont pas leur place à l'université. Enfin, bon, on a créé cette espèce de désajustement. Ça, c'est un changement fondamental. Le métier est devenu, j'y reviendrai, très compliqué. Parce que les élèves ne correspondent pas au modèle intériorisé. Autre changement, évidemment, qui est bien plus radical encore, c'est que dans un système comme ça, la compétition est généralisée. Quand vous êtes dans un système archaïque, républicain, traditionnel, monarchique, aristocratique, appelez-le comme vous voulez, la compétition sociale est neutralisée. Vous avez l'école des riches, l'école des pauvres, l'école des filles, l'école des garçons. Personne n'est vraiment en concurrence. Quand vous entrez dans la même école, la valeur d'un diplôme est liée à sa rareté relative, à sa sélectivité relative. Donc tout le monde a intérêt à développer les inégalités scolaires. Nous affirmons d'un côté que nous sommes pour l'égalité, mais nous avons tous intérêt à ce que nos gamins soient les plus inégaux possibles. Je me fais comprendre. Alors, si vous ne pensez pas à vous et à vos enfants, pensez aux autres. Bon. C'est-à-dire qu'ils choisissent le meilleur lycée, le meilleur machin, la meilleure filière, la meilleure langue, le meilleur truc, parce qu'on sait bien qu'avoir le bac, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est le bac, S, un an d'avance et une mention très bien. Voilà. Enfin, ça dépend des catégories sociales, mais on a des niveaux d'ambition relatifs. Et comme les enseignants font des enfants, ce que Condorcet condamnait, Condorcet pensait que les enseignants ne devraient pas faire d'enfants de manière à être des juges objectifs de la compétition scolaire. Il y a une sorte de
spirale de la compétition généralisée. On est dans un système, mais ce n'est pas de la malveillance, je voudrais bien faire comprendre, dans lequel toute différence devient une hiérarchie. Toute différence devient une hiérarchie parce que dans un système de compétition généralisée, eh bien, il faut évidemment que tout fasse sens pour classer les élèves. Et la concurrence qui était jusque-là neutralisée, au fond, dans l'école républicaine traditionnelle, s'est installée au cœur de l'école, dans le fonctionnement le plus banal de l'école. Alors, les enseignants jouent ce jeu et résistent à ce jeu. Je pense par exemple que bien souvent les enseignants de maternelle résistent à une propension à faire apprendre à lire le plus tôt possible, parce que l'intérêt des familles, c'est que le gamin, s'il sait lire un an d'avance par rapport aux autres, c'est un avantage qui sera décisif quand il aura 17 ans, etc. Bon, même si... peu importe. Mais je veux dire qu'on on a changé, je voudrais bien faire comprendre que l'école de masse, ce n'est pas l'école républicaine en plus grand, c'est toute autre école. Ça n'a plus rien à voir. Ça ne peut plus fonctionner de la même manière. Quand vous introduisez le loup dans la bergerie avec la massification scolaire, alors pour qu'il n'y ait pas de malentendu, j'y suis favorable, eh bien évidemment, le programme institutionnel que j'ai évoqué, c'est-à-dire le sacré, la vocation, le sanctuaire, ben, tout ça vole complètement en éclats. Et sans qu'il y ait comment dirais-je, de volonté malsaine. Enfin, ça vole en éclats parce que c'est comme ça. Alors, le déclin d'abord des institutions, ça concerne l'école, mais on pourrait... j'avais écrit un livre montrant que l'hôpital, c'était pareil, que la justice, c'était pareil, et beaucoup de livres ont été écrits sur la famille, pour montrer qu'au fond, la famille, ça évolue de la même manière. Alors, première chose, évidemment, que l'on observe, là je reprendrai assez volontiers les analyses de Marcel Gauchet, c'est que le mouvement de sécularisation et de désenchantement, pour parler comme Max Weber, fait que nous sommes dans des sociétés qui ont quand même beaucoup de mal à se placer sous l'autorité de principes sacrés. Voilà. L'instituteur, aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à dire, pas sans ricaner, mais sans s'interroger, la raison, la culture, la nation, enfin... On sait qu'il y a énormément d'interrogations là-dessus. Enfin, on est dans des sociétés qui ne sont plus régies par le sacré, pour dire les choses de cette façon. Et dans l'école, ça se manifeste d'une manière très simple, c'est que la culture scolaire, qui était perçue comme une grande culture extraordinairement légitime, est devenue simplement une culture scolaire. Elle a perdu son charme. Elle a perdu son autorité. Tout simplement parce que les élèves accèdent à 1000 manières de s'informer que le monde de l'école critique, trouve absurde, anarchique, etc., etc. Ouais, mais n'empêche que. Il n'y a plus un dictionnaire par classe, tous les gamins ont Wikipédia. C'est difficile de faire une leçon de géographie quand vous avez des émissions sans doute ridicules et mauvaises, mais quand même tellement plus intelligentes et sympathiques qui peuvent passer sur un écran. Et d'ailleurs, les enseignants eux-mêmes y adhèrent. Donc, quand j'étais enfant, si je voulais savoir quelque chose du monde au-delà de ma rue et de mon quartier, j'avais le choix entre l'école ou l'école. Quand je regarde mes petits-enfants, alors ils n'ont vraiment pas le sentiment que c'est l'école qui leur apprend quelque chose sur la vie. Je veux dire, ils ont le sentiment que l'école, c'est un truc, on est là pour être les meilleurs et pour ne pas avoir d'ennui avec ses parents, grosso modo. Mais l'idée que ça les rend intelligents leur apparaît très très bizarre. Et Dieu sait si, comme c'est mes petits-enfants, ils sont extrêmement intelligents. Bon. Mais il n'y a plus de charme.
Voilà, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, il n'y a plus de charme. Et d'ailleurs, pour nous, adultes, non plus, il n'y a plus de charme. Et quand on demande aux élèves, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, à quoi ça sert, ils disent grosso modo à être sélectionnés. Enfin, à partir du lycée, c'est évident que ce qu'on apprend, c'est fait pour être sélectionné. D'ailleurs, les élèves, on sait que la majorité des élèves qui vont en AS n'ont aucun goût manifeste pour les sciences ou les mathématiques. Ils font ça parce que c'est un support de sélection. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend rien à l'école. Ça veut dire que l'autorité de la culture scolaire, et ça n'est pas un phénomène français, c'est une autorité qui change de nature et qui décline. Deuxièmement, évidemment, si vous êtes dans ce modèle, le modèle de la vocation enseignante un peu équivalente de la vocation religieuse, je voue ma vie. Être instituteur, c'était vouer sa vie à l'école comme un prêtre vouait sa vie à l'église. Aujourd'hui, le mot vocation ne signifie plus ça. Le mot vocation a plutôt une connotation protestante, c'est-à-dire ça n'est pas le sacrifice, ça n'est pas la croyance, c'est le sentiment de s'accomplir dans son métier. Et donc on est passé d'un modèle vocationnel à un modèle professionnel. Et ça pose des problèmes, évidemment, en particulier parce que l'autorité, qui est un enjeu essentiel dans l'éducation, n'est plus fondée sur l'institution, l'autorité est fondée sur la compétence, l'efficacité et le charme. Et ça, c'est compliqué. Je trouve que c'était beaucoup plus facile de faire classe en disant « si tu ne me trouves pas de charme, obéis-moi parce que je représente quelque chose de supérieur », que de dire aux gamins « obéis-moi parce que je suis tellement plus malin que toi et parce que je suis tellement irrésistible qu'il faut que tu m'obéisses », c'est quand même pas terrible. Enfin, en tout cas, ça rend le métier beaucoup plus difficile. Et c'est tout le thème qui m'a toujours agacé, je remarque dans les formations, dans les IUFM et les SP, sur ayez une autorité naturelle. Je trouve que ça, c'est... Moi, j'avais demandé aux élèves, quand j'étais prof de collège, ce qui les horripilait chez les profs, ils me disaient c'est leur voix. Ils disaient, alors ils ne parlaient pas comme ça parce qu'ils n'avaient pas fait d'études musicales, ils disaient les voix de soprane chez les profs, c'est insupportable. C'est la Castafiore, c'est insupportable. Les voix d'alto, c'est mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire aux profs? Changez de registre vocal, faites-vous opérer? Et pourtant, pensez aux conférences que vous pouvez subir, quelquefois, ce qui peut vous agacer, et pensez qu'un élève, lui, c'est 2 heures par jour et toutes les semaines. Bon. Donc, il y a quelque chose qui est devenu, qui n'est plus supporté par l'institution, je voulais me faire comprendre, et qui est devenu un attribut des individus. Et ça, c'est quand même extrêmement difficile. D'où l'idée qu'il faut passer vers un modèle, j'y reviendrai, professionnel, et abandonner l'idée que le niveau de culture suffit à faire son métier. Les murs du sanctuaire, évidemment, quand vous créez une école de masse, les murs du sanctuaire n'existent plus. Alors, ils n'existent plus, je vais dire, pour 2 raisons. La première, c'est que tout le monde cherche des utilités scolaires, et donc que l'école est un espace de compétition, de rivalité, de concurrence, etc. Donc les parents s'en mêlent beaucoup. Et puis la deuxième chose, évidemment, qui est un truc très étrange, parce qu'en France, on ne l'a jamais pensé, c'est qu'est-ce que ça signifiait de faire entrer l'adolescence au collège et au lycée. Quand vous pouviez demander aux adolescents, quand vous aviez le lycée de filles qui était à un bout de la ville, le lycée de garçons à l'autre bout, et que vous demandiez aux uns et aux autres de garder leur adolescence par devers eux, vous pouviez avoir une certaine tranquillité. Moi, j'ai été sidéré, en faisant des enquêtes dans les lycées et les collèges, de voir que tous les élèves de lycée et de collège vous disent, enfin pour 95%, qu'ils adorent le lycée et le collège. Le seul truc, c'est les cours. Genre, les cours, bon. Et vous vous dites, c'est bizarre, mais en même temps, c'est parfaitement normal. Ils y vivent l'essentiel de leur vie. Bon. Et en particulier, les amours, les amitiés, les machins. Alors, vous savez comment ça se passe. Jusqu'en 3e, les garçons et les filles s'ignorent superbement. Donc, ça fout le bordel.
Et puis à partir de la seconde, il s'intéresse vachement, au contraire, donc ça refoule. Bon, enfin, voilà. C'est-à-dire que ce qui se passait dans la vie normale, en dehors de l'école, se déroule dans l'école. Arrivent évidemment avec ça les problèmes sociaux. Les pauvres, les immigrés, les étrangers, ce n'est pas une nouveauté dans la société française. C'est une nouveauté dans l'école. C'est une nouveauté dans l'école jusqu'à 18 ou 20 ans, c'est clair. Et donc, le sanctuaire a complètement explosé. On ne peut plus maintenir le sanctuaire. Donc, plus de principes sacrés, plus de vocation, plus de sanctuaire. Et la conséquence, évidemment, de tout ça, c'est que la question de la laïcité se repose parce que la société rentre dans l'école, c'est qu'il y a un changement dans la socialisation, puisque l'idée que l'on va se socialiser par une soumission à une discipline objective afin de se libérer se heurte à nos croyances actuelles qui fait que tout enfant on pense que tout enfant a déjà une personnalité. Enfin, en général, on pense que les enfants des autres n'ont pas de personnalité, mais que les nôtres, quand même, ils en ont une. Et on va faire rentrer l'enfance, l'adolescence, enfin, on va faire rentrer le diable dans l'école, d'où d'ailleurs ces réactions très étranges. Mettez des blouses, mettez des barbelés, mettez des estrades, enfin, protégez-nous du diable. Mais c'est fini, l'école ne sera plus un sanctuaire. Alors ça engendre une rhétorique dominante qui est la rhétorique de la crise. On ne parle de l'école que pour dire c'est la crise, ça ne va pas. J'avais même fait des enquêtes où j'avais parfois le sentiment que dans le monde enseignant, mais peut-être que je me trompe, dire que ça marchait bien était quasiment... il ne fallait pas. Enfin, souvent, quand vous faisiez des enquêtes des enseignants, ils vous disaient « Moi, j'aime beaucoup mon boulot, j'adore faire la classe, j'aime bien mes élèves, je crois qu'ils m'aiment bien, mais ne le répétez pas. » Parce que dès qu'on est dans la salle des profs, tout fout le camp, c'est la crise, ça ne va pas. La conscience collective, la rhétorique, tous les livres, toutes les émissions, c'est que ce monde se défait sans cesse. Alors, ce monde se défait sans cesse, oui, d'une certaine façon, parce que les attentes de justice, d'équité et d'efficacité sont déçues. On demande toujours des comptes à l'école alors qu'on n'en demandait pas. Les parents votent avec leurs pieds. Quand même, aujourd'hui, plus d'un tiers des parents vont pas là où ils devraient aller. Soit dans le privé, soit dans le public, soit en déménageant, enfin bon, etc. Et surtout, il s'est créé dans ce changement de modèle, il s'est créé quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est une crise des motivations, de la motivation scolaire. Quand vous triez les élèves, vous avez une garantie de motivation. Vous êtes sélectionné, donc vous allez jouer le jeu. D'une certaine façon, vous gardez les croyants dans le système. Quand tout le monde y va, moi j'avais été très frappé quand je demandais aux élèves, aux lycéens, je leur posais la question suivante, je leur disais, qu'est-ce qui est difficile au lycée? Qu'est-ce qui est vraiment difficile au lycée? Ils me répondaient quasiment jamais, ce qui est difficile c'est les maths, ce qui est difficile c'est la philo. Ils me répondaient toujours, ce qui est difficile c'est de se motiver. Ce qui est difficile c'est de donner du sens à ce qu'on fait, c'est de savoir pourquoi on y va. C'est ça qui est difficile. C'est de se donner l'énergie de se lever le matin pour y aller. Bon. Et quand je demande aux enseignants qu'est-ce qui est difficile, évidemment ils me répondaient, ce qui est difficile c'est de les motiver. Bon. Parce que c'est plus acquis. Parce que c'est plus des croyants qui viennent écouter la messe, y compris en faisant autre chose. Il faut les motiver, les mettre en activité. Et d'ailleurs, toutes les injonctions pédagogiques vont dans ce sens, il faut les motiver pour qu'il se passe enfin quelque chose. Et les enseignants vous disent évidemment, ce qui est épuisant, c'est que pour motiver les élèves, il faut se motiver soi-même. Et donc, vous avez le métier a complètement changé. Le métier qui était une sorte d'accomplissement de rite. Alors, je vais me faire comprendre, autrefois, il y avait des profs qui avaient du talent. Bon, évidemment, il y avait des profs qui n'avaient pas de talent.
ceux que j'ai connus, souvent, étaient plutôt les seconds. Moi. Bon. Mais de toute façon, ça se faisait. Un prof pouvait rentrer en classe et dire « Prenez vos cahiers, je dicte ». Aujourd'hui, essayez de dire « Prenez vos cahiers, je dicte », vous allez voir le triomphe que vous faites. Quel cahier, monsieur? Quel crayon? Enfin bon, vous le prenez pour un quart d'heure. Voilà. Donc, il faut... Si vous voulez, vous n'avez plus ce système qui fait que les affaires étaient complètement régulées. Et donc, tout ceci crée un sentiment de difficulté extrêmement aigu de l'école, parce que ce qui coulait de soi ne coule plus de soi, ne va plus de soi, et donc plus on s'enfonce dans ce sentiment de difficulté, plus évidemment l'école républicaine dont j'ai parlé tout à l'heure se pare de toutes les vertus, devient une sorte de monde parfait, et c'est d'autant plus... devient une icône sentimentale, au fond, et c'est d'autant plus mécanique, ce genre d'affaires, que nous savons, mais c'est un autre débat, que nous avons en France à la fois la capacité de faire le constat de nos difficultés scolaires et l'incapacité de faire des réformes scolaires. Bon, pour dire les choses simplement. Donc, faisons pas de réformes scolaires, nous faisons toujours des petites réformes qui créent un sentiment d'agitation fébrile, qui fait que les enseignants peuvent légitimement penser que ça s'agite en permanence, mais que ça ne change jamais. Donc, il se crée quelque chose qui accentue sans cesse ce sentiment de crise. Et il s'accentue d'autant plus qu'il y a eu une révolution à laquelle on ne peut pas être insensible, qui est la révolution PISA. C'est-à-dire que jusqu'aux années 98-99, quand je parlais de l'école, on me disait « mais de toute façon, nous avons la meilleure école du monde ». Le meilleur lycée, la meilleure école élémentaire, la meilleure école maternelle, les meilleures classes préparatoires. Bon, PISA, c'est quand même désagréable. On n'a pas la meilleure école du monde, et puis non seulement on n'a pas la meilleure école du monde, mais on a des taux d'inégalité absolument... Actuellement, je fais des travaux où je compare la France et le Chili, et on a les mêmes taux d'inégalité scolaire en France et au Chili, quand même très ennuyeux, puisque le Chili, c'est une société ultra inégalitaire dans laquelle l'argent commande complètement l'accès au système scolaire. Donc, on s'y prend très très mal. Donc, on est en France dans une situation, si vous voulez, où on a changé complètement la nature de l'école, mais où on n'a jamais passé le pas d'une transformation de l'institution parce que nous sommes pris dans cet imaginaire d'une école républicaine dont, à l'égard de laquelle, chaque fois qu'on s'éloignerait, on s'enfoncerait vers de plus en plus de difficultés. Donc il y a quelque chose de très pénible, d'une certaine façon. On a changé l'école, mais on n'a jamais voulu la transformer, véritablement. Ce qui fait qu'on a des conséquences que vous connaissez. Alors je demande à messieurs les inspecteurs de ne pas écouter, mais ne pouvant pas changer le cœur du système, on multiplie les dispositifs, ce qu'on appelle des dispositifs à l'infini. Mais ça en devient, pardonnez-moi, mais ridicule. Je crois qu'aucun esprit ne peut avaler tous les sigles de tous les dispositifs qu'on a créés. Si vous voulez, c'est un peu comme si on disait on a un hôpital qui fabrique des maladies nosocomiales, mais on ne pourra pas obliger les infirmières à se laver les mains, donc on va créer une clinique à côté où on soignera les maladies nosocomiales qu'on s'est ramassées à l'hôpital. Et comme là aussi il y a des maladies nosocomiales, on va créer éventuellement un troisième dispositif. Bon, c'est quand même un gros problème, parce que nous avons complètement changé de nature, et nous sommes envahis par cet imaginaire très très étrange de l'égalité républicaine, etc., etc. Alors évidemment, ce que je dis est très injuste parce que je me place du point de vue de la totalité du système, mais je voudrais dire que quand on se rapproche du terrain, l'image est beaucoup plus contrastée. Et il y a beaucoup d'endroits, beaucoup d'établissements où les gens se battent, innovent, inventent, sont sortis de ce modèle-là. Mais au fond, ce sont des héros, et les héros, comme chacun le sait, se fatiguent.
Si vous avez un collège expérimental qui marche bien, on va quand même lui mettre une armée d'inspecteurs pour vérifier comme ça marche bien. Si à côté le collège naturel marche naturellement très mal, il est peu vraisemblable que le rectorat s'émeuve, parce que ça fonctionne normalement. Donc il y a quelque chose qui est devenu un peu étrange et compliqué, et ça crée chez les enseignants ce sentiment, alors vous êtes enseignant, je vous prie de m'en excuser, mais ça crée cette idéologie qui est souvent radicale, conservatrice. Radicale parce qu'on en a marre d'un système qui ne fonctionne pas et on dit qu'il faut tout changer, mais conservatrice parce que devant le premier changement possible, on pète un câble. Grosso modo, je veux changer le monde, mais si vous me déplacez une heure de cours, je deviens dingue. Voilà, c'est à peu près... alors je dis ça parce que je fais partie de ce monde. À l'université, c'est pareil. Je veux dire, je veux tout changer, mais si mon cours qui avait lieu le mardi à 11h est déplacé le lundi à 14h, je fais grève. Bon, c'est cette idée que, au fond, il faudrait tout changer parce qu'on voit bien que ça ne marche pas, et en même temps, on a peur que le changement devienne une sorte de désordre général de plus en plus grand, etc., etc. Avec évidemment d'autres problèmes qui sont les logiques de corps, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette affaire si, comme moi, on pense que les valeurs de la République sont remarquables, mais que ce que j'ai appelé l'institution républicaine n'existe plus. C'est-à-dire, elle n'existe vraiment plus. Voilà, c'est fini. Le sanctuaire, le sacré, la vocation, le tri préalable, l'ascenseur, etc., ça n'existe plus. Donc, l'enjeu, c'est de ne pas laisser les enseignants seuls, désarmés devant les désajustements du système en leur disant « débrouillez-vous chacun de votre côté », c'est de voir comment on pourrait refabriquer quelque chose qui soit une institution. Et il y a évidemment deux grands enjeux, mais je vais là être très rapide pour vous laisser le temps de dire tout ce que vous désapprouvez dans ce que j'ai raconté. D'abord, je crois qu'il y a un enjeu qui est pas simplement un enjeu moral, c'est l'enjeu de la justice scolaire. Je veux dire que une école qui ne donne pas le sentiment qu'elle est juste est une école dont la légitimité va s'effondrer. Parce qu'on n'est plus dans une école qui peut dire « obéis-moi, je suis la nation et la morale ». Ce n'est pas vrai. L'école peut dire « obéis-moi parce que je fais des hiérarchies, mais ces hiérarchies sont justes. Je te donne des chances ». Si l'école n'est pas capable de tenir cette promesse, je crois que sa légitimité s'effondre. Ça fait 30 ans qu'on dit égalité des chances, il faut bien faire quelque chose qui y ressemble. On ne peut pas éternellement, on voit d'ailleurs les problèmes que ça pose quand on veut faire aujourd'hui des leçons sur la grandeur de la République dans des quartiers où les gamins n'ont aucune raison de croire à la grandeur de la dite République, parce que c'est des quartiers complètement ségrégés, discriminés, etc., etc. Alors, je crois qu'il y a des choses qu'on pourrait avoir en tête, au moins, avoir en tête. La première chose que l'on peut dire, c'est que il est extrêmement choquant en France qu'un lycéen coûte 30% de plus qu'un lycéen de l'OCDE et qu'un élève de l'école élémentaire coûte 30% de moins qu'un élève de l'OCDE, sachant que l'essentiel des difficultés scolaires sont réglées une fois pour toutes à la fin du CM2. Quand vous avez 25% d'élèves qui ne savent pas lire, c'est-à-dire qui ne comprennent pas, qui ne font pas l'opération intellectuelle qui consiste à lire et à comprendre ce qu'on lit dans le même mouvement, donc qui se préparent à une scolarité quand même un peu difficile, eh bien on pourrait régler ça. On pourrait le régler, il suffit de former les enseignants, de les former, enfin j'y reviendrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut sortir du modèle élitiste français. Vous n'imaginez pas à quel point nous avons une obsession élitiste en France. Alors, je voudrais bien me faire comprendre. Tous les systèmes scolaires fabriquent des élites.
Il faut qu'il y ait des élites, il faut qu'il y ait des bons physiciens, des bons médecins, des bons ingénieurs, des bons musiciens, etc. Personne ne le conteste, et même on pourrait se plaindre que nos élites ne sont pas si formidables qu'elles pensent l'être. Bon, parce qu'on a des élites contentes d'être. Jacques Attali est très content de lui, par exemple. Voilà. Bon. Puisqu'il prévoit l'avenir ces temps-ci. Mais non, mais quand je dis Jacques Attali, c'est pas une blague. C'est-à-dire, j'ai fait Normal Sup, j'ai fait l'ENA, j'ai fait Polytechnique. Bon, ça. Le problème, c'est pas la production des élites. C'est pas qu'il y ait des élites. C'est que la totalité, et j'insiste bien, et quelquefois on n'en a pas conscience, c'est que la totalité de notre manière de faire l'école converge vers la production des élites. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des élites qui soit un problème, c'est le fait que tout le fonctionnement, la manière... Nous sommes le seul pays qui notons de 0 à 20, par exemple. Et vous savez à quel point, si vous dites, comme l'a fait la ministre, on ne va plus noter de 0 à 20, vous avez Le Figaro, l'UMA, parce que sur ce plan-là, il n'y a pas tellement de différence, qui vont dire on assassine la culture, la nation, la civilisation, où va-t-on, etc., etc., etc. Bon. C'est la constante fatale. Nous sommes le seul pays qui a la constante fatale, dans la manière de noter. Vous connaissez la constante fatale, c'est que quel que soit le groupe d'élèves, il y a un tiers de bons, un tiers de moyens, un tiers de mauvais. Vous virez le tiers de mauvais, et l'année suivante, avec les 2 tiers qui restaient, vous refaites un tiers de bons, un tiers de moyens, un tiers de mauvais. J'ai passé ma vie à faire ça comme enseignant, à déplacer ma courbe gaussienne vers le 10, de manière à tuer les méchants et à récompenser les bons. Le système des classes préparatoires, etc. On a l'idée de la voie royale, l'idée que l'enseignement professionnel, d'aussi bonne qualité soit-il, est un enseignement de relégation. Les enseignants, pas vous évidemment, qui disent qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, qui disent aux parents, vos enfants, s'ils vont dans l'enseignement professionnel, c'est pas mal, et les parents qui ont envie de répondre mais qui n'osent pas, et tes gosses à toi, ils y sont? Ils y sont jamais, jamais. L'obsession élitiste, c'est qu'on est scandalisé qu'il n'y ait pas d'enfants d'immigrés et pas d'enfants de pauvres à l'ENA, mais qu'on n'est jamais scandalisé qu'il y ait 95% d'enfants de pauvres et d'immigrés dans un lycée professionnel. C'est ça le tropisme élitiste, c'est qu'on regarde toujours vers le haut. Et on va dire, si on crée un système qui permet à Sciences Po de faire entrer 15 gosses de pauvres à Sciences Po, on est un des grands pays démocratiques. Ça ne compte pas 15 enfants de pauvres, d'autant plus que quand ils seront membres de l'élite, ils ne seront peut-être pas plus sympas que les autres. Vous n'avez pas la garantie. Donc, il faut qu'on se débarrasse de cette idée que la production, et ça étonne beaucoup les autres. Quand on regarde les systèmes étrangers, ils sont très frappés par notre obsession. Regardez, par exemple, les réactions, si ça vous intéresse, mais il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire. Regardez les débats qu'il y a eu sur la réforme du collège. Quand on dit « ne faisons plus de classe européenne et de classe de latin », on vous dit « la France ne s'en remettra jamais ». Non, les classes moyennes supérieures qui ont le monopole du latin des classes européennes vont devoir trouver autre chose. C'est tout ce que ça veut dire. La France s'en remettra. Bon. Mais on a un modèle là-dessus. Donc ça, il faudra bien que l'on choisisse, parce que ce modèle, il a été fait pour l'école républicaine de Jules Ferry. Aujourd'hui, il nous paralyse. Égalité des places, au fond, l'idée que je voudrais développer, c'est que, bien sûr, il faut l'égalité des chances, mais le principal enjeu, pour nous, c'est l'égalité des places, c'est l'égalité des résultats. Une bonne école, ce n'est pas forcément une école dans laquelle quelques enfants de pauvres accèdent à l'élite, c'est une école dans laquelle les élèves les plus faibles ont le meilleur niveau possible. C'est ça, la bonne école. Ce n'est pas difficile de faire rentrer les enfants vertueux et intelligents vers le sommet. Ce qui est difficile, c'est de faire que les autres ne soient pas idiots. Et quand les autres sont idiots, on le paye très cher socialement. On le paye en termes de chômage, en termes de violence, en termes de conneries, pour parler scientifiquement, de bêtises. Voilà. Et donc, la priorité aux élèves moyens faibles, ça devrait être une affaire essentielle. Et je signale qu'un tas de pays réussissent bien mieux que nous là-dessus. Alors des pays très contrastés,
Le Japon, la Corée, les pays scandinaves, évidemment, mais eux, c'est pas difficile, ils sont protestants, il fait très froid. Mais les Canadiens, il fait froid aussi, bon. Mais voilà, les Anglais, qui pourtant, a priori, sont pas, ils s'en tirent mieux. Voilà. Donc, je crois qu'il faut changer notre image de la justice scolaire, et ça demande un très très gros travail plutôt que de rester dans cette affaire-là. Le problème, c'est aussi de changer la figure de l'institution. Moi, je crois qu'il faut, alors je le dis ici dans cet endroit, j'ai prêché auprès de Vincent Peillon, avant qu'il soit ministre. Je lui avais dit, moi, je pense qu'il faut se féliciter de ce que Nicolas Sarkozy ait cassé les IUFM pour faire quelque chose d'autre. Et je pense je pensais qu'il fallait faire des écoles professionnelles. Je sais que c'est une idée qui peut paraître loufoque. Je veux dire, quand on veut faire des ingénieurs, on les met dans des écoles. Quand on veut des médecins, on les met dans des écoles. Quand on veut faire des gens sérieux, on les met dans des écoles. On ne leur dit pas, vous glandez à la fac jusqu'à bac plus 5 pour vous demander le doigt mouillé ce que vous allez faire. Voilà. Je le dis avec amertume. Voilà. Ça veut dire les bons systèmes scolaires ont un bon système de formation professionnelle. C'est-à-dire on apprend un métier. Alors, je voudrais bien préciser, j'ai écrit beaucoup de livres, donc je souhaite qu'il y ait beaucoup de lecteurs. Je souhaite que les professeurs de mathématiques ont un haut niveau en maths, ce qui n'est pas acquis. Je souhaite que les professeurs de langue maîtrisent les langues. Mais je pense qu'on n'est plus dans un monde où la maîtrise d'une discipline se transforme en compétence pédagogique. Et je pense même que l'idée de recruter quelqu'un pendant 40 ans pour qu'il fasse le même boulot pendant 40 ans, aujourd'hui, c'est quand même du sadisme, pour dire les choses simplement. Je crois que des enseignants bien formés pourraient aussi changer, enseigner au primaire, au collège, aller au lycée, se balader, plutôt que d'être dans des boîtes que chacun défend. Quand je dis ça, s'il y a des syndicalistes, je leur présente mes excuses, mais défend de manière névrotique comme un signe aristocratique, en clair. Donc je crois qu'il faudrait passer vers un modèle professionnel. Modèle professionnel, ça veut dire qu'on recrute 1 an ou 2 après le bac sur un concours, comme dans les écoles, et l'enseignement et les savoirs académiques, on les acquiert à l'université, à mi-temps, 2 tiers de temps, peu importe. Mais un ingénieur, ce n'est pas un mathématicien. C'est un type qui connaît suffisamment les mathématiques pour que les avions volent. Et on s'en félicite. Eh bien, je pense qu'un prof, ce n'est pas un savant. Enfin, c'est bien que ce soit un savant, mais ce n'est pas parce qu'il est un savant qu'il s'en sort. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Le virage professionnel, on ne l'a pas pris. Alors, on ne l'a pas pris pourquoi ? Bon, je peux vous donner des choses, des secrets de Polichinelle. Les facs ont eu peur de voir disparaître les étudiants si on créait des écoles professionnelles. Et dans un imaginaire corporatiste, on pense que recruter les gens plus tard, c'est plus digne. C'est idiot. Les gens les plus dignes en France, les polytechniciens, les normaliens, sont recrutés, au contraire, très tôt. J'ajoute que si plus vous recrutez les gens tôt, plus vous aurez les bons élèves de milieu populaire. Les bons élèves de milieu populaire, ils existent 1 an après le bac, 5 ans après le bac, ils sont morts. Ils n'ont pas tenu jusque-là. Donc vous ne recrutez que des femmes blondes. J'aime beaucoup les femmes blondes, comme tu le sais. Mais l'humanité n'est pas composée de femmes blondes. Voilà. Et donc ça crée... Non, je plaisante avec les femmes blondes, j'aurais pas dû dire ça parce que c'est à la... Bon, je sens que c'est maladroit. Mais ce que je veux dire, c'est que vous finissez par créer une distance, non pas culturelle, mais une distance sociale extrêmement forte entre le monde enseignant et le monde social. La force des instituts recrutés par le modèle de l'élitisme républicain, c'est que culturellement, ils s'éloignaient de leur milieu d'origine, mais socialement, c'était des gosses de paysans qui devenaient instituts et qui comprenaient quand même vaguement comment fonctionnait la société dans laquelle ils étaient. Donc, je crois que là, il y a un très gros enjeu. Deuxième enjeu, évidemment, je crois que le niveau de l'institution aujourd'hui
le niveau central de l'institution, c'est l'établissement. La France est un pays qui n'a pas de culture d'établissement. Je rappelle d'ailleurs que pendant très longtemps, l'établissement était un échelon hiérarchique. Le principal, le proviseur de mon lycée, quand j'étais élève, c'était un vieux monsieur honorable qui ne servait pas à grand-chose et qui faisait des distributions, des discours de distribution des prix. L'homme important, c'était l'intendant, qui s'occupait de la bouffe, et le surgé, qui était un militaire recasé. Bon. Aujourd'hui, c'est des CPE. Je voudrais dire que c'est un très gros progrès d'avoir transformé les surgés en CPE. Mais l'établissement n'existait pas. L'établissement, c'était des programmes, des classes, des élèves et des cours. Il n'y avait pas de logique d'établissement. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester le seul pays du monde qui n'ait pas d'établissement. Et ça veut dire, évidemment, l'établissement, ça veut dire des choses extrêmement lourdes. Ça veut dire, en particulier, qu'il faudra se poser un jour la question du mode d'affectation des enseignants dans leur service. Tant que vous aurez un système d'affectation bureaucratique centrale des enseignants dans leurs établissements, parfois, l'ordinateur étant sympathique, vous aurez une équipe sympa qui fera une communauté éducative, tant mieux pour les élèves. Parfois, il n'y en aura pas, tant pis pour les élèves. Et dans les quartiers défavorisés, il n'y en aura à peu près systématiquement jamais, puisque là, le taux de rotation des enseignants est extrêmement élevé, puisqu'on y commence sa carrière pour en partir le plus vite possible. Et on pourra toujours créer du ZEP supplémentaire, des REP, des machins, des trucs. Ça n'empêchera pas que le lycée, que le collège Alain Fournier de Bordeaux coûte toujours beaucoup plus cher que le collège Pablo Neruda de Bègle, par hasard. Voilà. Donc, c'est un modèle, c'est une affaire très très importante. Je veux dire, la gestion de la, comment dire, symbolique, elle doit être, à mon avis, dans une équipe éducative. Quand je dis ça, c'est pas complètement en l'air. Enfin, si vous avez l'occasion d'aller dans des pays sous-développés, vous verrez que, comme je sais pas, comme le Canada, comme les pays scandinaves, comme l'Allemagne, vous verrez que les établissements existent. Voilà. Ce qui suppose évidemment de redéfinir ce qu'on appelle un service enseignant. Vous ne pouvez pas avoir d'établissement si vous dites service enseignant, c'est défini uniquement par des heures de cours devant des classes. Il faut qu'il y ait moins d'heures de cours, qu'il y ait plus de présence, que les activités soient multiples. Les Anglais qui ne sont pas sous-développés fait que vous avez toujours 2 ou 3 matières, plus des responsabilités sociales. Le niveau des élèves anglais est devenu meilleur que celui des Français, on pourrait s'interroger. Voilà. Donc, alors, ce que je dis peut apparaître, je sais quand on dit ça, ça apparaît comme complètement d'une brutalité sans nom, mais il faut savoir à quel point nous sommes exceptionnels sur le plan scolaire. Nous avons des modes de fonctionnement qui surprennent beaucoup de nos voisins par cette espèce de cristallisation de modèles très très anciens. J'ajoute que s'il n'y a pas d'établissement qui fonctionne comme établissement, je ne vois pas très bien comment on pourra gérer à la fois les portes du sanctuaire, puisque je crois que l'école doit rester quand même un sanctuaire. Je pense que l'école, ce n'est pas la société. Mais il faut que ce soit un sanctuaire dont les portes soient ouvertes et que les portiers soient les enseignants. Ça suppose qu'il y ait une communauté éducative qui définisse ses propres règles. Voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment non. On sait d'ailleurs que ce que je dis qui peut paraître complètement loufoque, moi je connais des écoles où ça se fait, mais ça se fait naturellement. Telle école, parce que les enseignants se sont cooptés, décident que tous les parents peuvent venir tous les vendredis après-midi, qu'on va les inviter à participer à telle activité, à la classe. Les parents ne rentrent pas comme dans un moulin, mais non, ce n'est pas non plus des gens qui passent leur vie comme dans d'autres écoles que je connais, où devant le portail de l'école, on a fait demander à la mairie de tracer un truc à la peinture jaune pour qu'on soit bien sûr qu'ils ne rentrent pas sans demander la permission. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à régler ça, et ça ne peut être qu'au niveau des établissements, je crois qu'on aura des difficultés, en particulier à reconstruire la laïcité. La laïcité, je voudrais rappeler que ce n'est pas la nation.
contrairement à ce que pensent certains acteurs politiques, qui disent la laïcité, c'est qu'on mange tous du porc. Bon, ça me paraît quand même un peu étrange comme conception de la laïcité. La laïcité, ça n'est pas non plus, je n'y crois pas du tout, des leçons de morale laïque. Ça, je crois que l'idée, il ne faut jamais avoir eu d'enfant pour imaginer que les leçons de morale ont la moindre efficacité sur la formation du sentiment moral. Voilà. Alors ça a probablement marché du temps de l'école républicaine, parce que c'était comme ça que faisaient les parents, les curés et les instits. Je crois qu'aujourd'hui, les gamins vont ricaner lourdement si on leur dit c'est pas bien d'être raciste, c'est pas bien d'être sexiste. Ils le savent d'abord. Et si on continue pendant les cours de récréation à les laisser s'insulter de manière raciale et sexiste en disant c'est pas mon boulot de m'en occuper parce que je suis là pour instruire et pas pour éduquer, je crois qu'on aura de grandes difficultés. Donc il va falloir trouver aussi des manières de vivre ensemble, et je crois qu'il n'y a que dans les établissements que l'on peut s'en sortir. Au fond, si je reviens à la théologie et je m'arrête, moi je propose qu'on arrête d'être catholique et qu'on devienne protestant. Alors, non pas parce que... c'est-à-dire que l'on considère que le prêtre, c'est celui que la communauté a élu pour qu'il s'occupe de la communauté, et pas l'envoyé de Dieu qui parle en latin pour que les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Je pense que le mot communauté, au sens des gens qui sont autour de l'école, c'est pas un gros mot. C'est pas... l'école est au service des gens, enfin, est au service des élèves, ne savez pas. Donc je crois qu'il faudrait que nous ayons une école beaucoup moins ambitieuse, beaucoup plus modeste, mais que l'on soit beaucoup plus exigeant. Au fond, on pourrait peut-être échapper à un grand nombre de difficultés en n'attendant pas tout l'école, ce qui est une maladie française. Regardez en France, c'est ce réflexe absolument incroyable. Il y a un an exactement, il y a un an aujourd'hui, il y a des attentats. Tout le monde dit, un, c'est la faute de l'école, deux, c'est l'école qui doit nous sauver. Ce qui est complètement déconnant. Déconnant. Ce n'est pas à cause de l'école qu'il y a des attentats, et je ne vois pas ce que l'école peut faire contre des attentats. D'autant plus qu'il y a un tas d'assassins qui sont parfaitement scolarisés. Et l'expérience montre que ce n'est pas du tout des crétins, contrairement à ce qu'on imaginait. Donc, je crois que cette idée d'une école qui doit nous sauver, c'est vraiment le fantasme républicain. L'école a remplacé l'Église. L'Église doit nous sauver. Ça n'est plus l'Église, ça sera l'école. Mais plus on attend de l'école, moins on en exige. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Moi, je préférerais qu'on exige peu de l'école, qu'on attende peu de l'école, mais qu'on l'exige. Je ne sais pas si... Par exemple, qu'on attende que le nombre d'enfants qui sortent de l'école élémentaire sans grande difficulté soit diminué par 2. C'est pas beaucoup, mais on pourrait l'exiger et mettre les moyens, la formation, etc. Plutôt que de dire l'école doit développer l'esprit critique, la culture générale, préparer un boulot, former des citoyens, donner un sens de l'enracinement, permettre à chaque personnalité de s'épanouir. Bonne chance. Et le résultat, évidemment, c'est qu'on n'aura ni des gamins épanouis, ni rien du tout. Donc, je pense que notre histoire scolaire est à la fois une grande histoire, vive la République, mais en même temps, mon impression, c'est que c'est une histoire qui nous paralyse, que cet imaginaire républicain nous paralyse et nous empêche, au fond, de régler nos problèmes d'une manière plus modeste et plus pragmatique que nous pourrions construire entre gens raisonnables. Mais je sais bien que tout ce que je viens de dire peut être interprété sur le mode donner de l'autonomie aux établissements, c'est briser l'unité de la République. Transformer les enseignants en professionnels de l'éducation, c'est faire du pédagogisme contre... Vous savez qu'en France, ce mot très étrange, on a eu une guerre entre les pédagogues et les républicains. Je ne vois pas très bien en quoi ça peut s'opposer. Voilà. Donc, il faudrait que nous nous débarrassions un peu de... Moi, je suis favorable parce qu'on ait une grande nostalgie de l'école républicaine, mais peut-être qu'on devrait ne pas aller au-delà des bonheurs de la nostalgie. Voilà. Et c'est-à-dire ne pas vraiment devenir réactionnaire.
J'espère que j'ai pas été trop... Si, j'ai été trop long. Mais voilà. Ça nous laisse un peu de temps pour parler. Merci beaucoup.